Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes sur Radio Verse, il est 18 h et nous sommes le samedi 3 avril, le jour et l'heure à laquelle vous ne manquez pas votre émission phare et mensuelle Cinépopée. Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas. Il est l'heure aujourd'hui de reprendre une saga du 7e art, de débattre autour, de jouer avec, de partir sur les théories les plus folles et de se demander ce que va nous réserver la suite de cette saga. Et cette saga dont nous allons parler ce soir ensemble, c'est mon acolyte qui va vous la présenter. J'ai nommé le très cher Chris. Chris, comment ça va? Ça va très très bien, bonsoir tout le monde, Eh, bon samedi. un bon samedi et ravi de se retrouver dans cette émission qui maintenant rassemble de plus en plus de monde et que nous affectionnons tant. Cinépopée, et de quoi allons-nous parler, mon cher Chris, aujourd'hui? On va parler d'une série qui se passe dans l'espace, Une saga, pas une série. c'est Alien. Ah! Il est temps d'avoir peur alors, il est temps d'enfiler, nos pardessus, de se cacher, derrière nos capuches, derrière nos écharpes, de frissonner un peu, et de partir sur cette saga, j'ai envie de dire, intergalactique qu'est Alien. Ouais, une série que j'apprécie particulièrement et bon, on va en Alors parler, hein. Il y a alors quand une même des série aléas. alors une série qu'on apprécie particulièrement, une saga encore une fois qu'on apprécie particulièrement, mais j'ai envie de dire, ça dépend, de l'épisode, ça dépend, de l'histoire et ça dépend, des réalisateurs. En fait, ça dépend de beaucoup de choses, du casting, de tout ce qu'on veut et on va voir qu'à travers cette saga, bah, il y a du très bon, il y a du majestueux, il y a du un peu moins bon, il y a du vraiment médiocre et puis, il y a du retour en force, de l'excellence, qu'a fait Alien à ses débuts. C'est un parfait résumé dit. Heu, c'est en Et vrai tu tu vois as et raison, tu c'est un vois, parfait il y a des fois résumé. je travaille un peu et il y a des fois je suis bon. Allez, inutile de faire, attendre, plus longtemps, les auditeurs et les auditrices et on va commencer avec le tout premier Alien de 1979 et on vous laisse en écouter la bande annonce. Marge, est-ce que tu vois ça? J'ai jamais vu une chose pareille. Ils sont le camp. On n'est pas venu jusqu'ici pour rien. Il faut y aller. Alien, le huitième passager, un film de Ridley Scott sorti donc en septembre 1979, avec notamment Sigourney Weaver, Tom Skerritt ou encore Veronica Cartwright. Un film sorti en 79 donc et interdit aux moins de 12 ans, et ça on va peut-être aussi en débattre. Mais tout d'abord, de quoi parle, j'ai envie de dire cet ovni sorti du chapeau de Ridley Scott et qui a lancé les films du genre. Alors c'est l'histoire d'un vaisseau commercial qui s'appelle le Nostromo et de son équipage. Il y a 7 hommes et femmes à bord et qui rentrent sur Terre avec une grosse cargaison de minerais. Voilà, on est dans un futur où en tout cas les planètes avoisinantes et moins avoisinantes de la Terre sont exploitées pour leur richesse. Et lors d'un arrêt forcé sur une planète déserte, on a un officier qui se fait agresser par une forme de vie inconnue, une espèce d'arachnide qui étouffe son visage. Et après que le docteur de bord lui retire le spécimen de la tête, on a l'équipage qui retrouve le sourire et qui dîne ensemble. Et à ce moment-là, la personne attaquée, qui se nomme Kane, est pris de convulsions et voit son abdomen perforé par un corps étranger vivant qui s'échappe dans les couloirs du vaisseau. Ouais, exactement. C À l'occasion d'une scène iconique et qui fout, j'allais dire la gerbe ou les jetons selon notre état. C'est ça, alors et puis une scène iconique, et qui a été reprise à de nombreuses fois dans divers films pour parodier un peu cette scène. Tout à fait. Et du coup alors, ce synopsis qui fait peur et qui nous dit: «Bah, ça y est, une chasse à l'homme est lancée» parce qu'effectivement, on a cette bête sortie, de l'abdomen d'une personne de l'équipage qui va errer à travers le vaisseau et qui va créer une réelle et c'est le mot, hein, chasse à l'homme. Ouais, tout à fait. Mais ce film, du coup, il parle de quoi? Parce que souvent, on dit que c'est un film d'horreur. Mais pour moi, c'est plutôt un film qui joue sur l'angoisse et les peurs de l'humanité et du spectateur. Alors oui, il fait peur, le film, mais il joue plutôt avec les angoisses plutôt qu'une horreur pure à l'image d'un slasher, par exemple. Oui, bien Heu, sûr.
On est plus, on n'est pas du tout sur du slasher, ouais, non, on est sur de la chasse à l'homme, en fait, de la course-poursuite où on est vraiment, avec l'équipage et en fait, on se fait, en même temps qu'eux pourchasser par cette entité qui se nomme le xénomorphe. Ouais, et ça joue vraiment avec nos peurs primales, j'ai envie de dire. Il y a des scènes vraiment dans tout le film qui sont iconiques. On a parlé tout à l'heure de la scène d'ouverture, du ventre qui s'ouvre, mais il y a aussi une excellente scène où on devine à peine ce xénomorphe. Par exemple, il y a un des membres de l'équipage qui est en train de fouiller, une pièce du vaisseau spatial avec plein de câbles qui tombent du plafond, et on se rend compte au fur et à mesure qu'un de ces câbles, c'est pas un câble justement, c'est l'alien. Et on devine comme ça plus qu'on ne le voit, l'alien, en tout cas au début du film. Oh Et bah ça, et même j'ai ça envie de joue. dire jusqu'à la fin parce que on le voit très, très peu. Je sais pas combien de temps a le xénomorphe à l'écran, mais ça doit se compter sur les doigts d'une main en temps de réel de visu et de présence. Oui, on le voit très peu. On le voit, à la fin, quand il s'apprête à être aspiré dans le vide interstellaire. Mais 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 j'ai cette, envie de dire, c'est ce qui crée aussi le frisson, la peur et le suspense et l'envie d'aller voir jusqu'au bout, quelle est cette bête. c'est important de le dire parce qu'on va le voir, ce sera pas le cas dans les prochains épisodes, Mmh. et cette peur, primale, elle naît de ça, elle naît de l'imagination et de la non-vision du danger, et ça fait référence au thème du film qui est pour moi est la peur, et la nécessité de l'exploration spatiale. On a quand même là, un vaisseau qui est censé coloniser une autre planète, et donc on a là des explorateurs, et cette peur de l'exploration avec ces dangers innommables et invisibles, on la ressent bien dans ce film, et c'est là où il est à mon sens réussi. C'est un excellent film. Ah oui, exactement. C'est un excellent film. C'est un film, j'ai envie de dire, visionnaire, précurseur aussi, je le disais tout à l'heure dans le genre et j'ai envie de souligner une chose, c'est que, je le disais en préambule, hein, au niveau du casting, on a Sigourney Weaver donc qui joue, le rôle du lieutenant Ripley et je pense que c'est un des premiers films un peu, grand budget, un peu badass où c'est une femme qui tient le premier rôle. Ouais, exactement, et en plus, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance parce que la première version du scénario, le héros, c'était un homme, point, et c'est, Ridley Scott qui en a fait une femme. Par contre, après on peut se poser la question, est-ce qu'on peut dire que c'est un film féministe parce qu'il met en avant une femme héroïne, alors que cette femme, elle, Elle est elle plus reprend masculine tous les qu'autre codes chose. masculins? Oui, oui, elle reprend totalement les codes masculins, je suis d'accord avec toi. Mais, en soi, voilà, c'est si on peut dire, que c'est les prémices en tout cas du féminisme au cinéma, je pense. Oui, oui, j'ai dit ça juste Pour oui, m'embêter, je tu suis aimes d'accord ça. avec toi. J'ai juste dit ça pour poser la question, mais effectivement, c'est quand même bien d'avoir enfin une femme, héroïne, surtout dans un film d'action comme ça, et dans un film de peur, et en plus, elle est pas bête, quoi. Oui, elle se débarrasse de l'alien, en usant son intellect, et ça, c'est fort, ça. Mmh, ouais, ouais, très fort et avec, ce qu'elle a aussi sous la main, un peu comme la MacGyver anticipée. Ah oui, c'est bien ça, MacGyver. Et donc du MacGyver. coup, voilà, donc on a vraiment un excellent film qui renouvelle le genre, qui fait peur, qui suscite l'envie aussi d'en savoir plus et c'est fort aussi parce qu'en fait, on se pose plein de questions. D'où vient cet alien? Qui est-il? Et à travers, en tout cas, ce premier volet, à aucun moment on a les réponses. Ouais, exactement, et à mon avis, hein, c'est la marque des grands films qui posent une mythologie comme ça, avec un seul film. C'est-à-dire que la mythologie, elle est posée, elle est basée dès le premier film, et quand tu sors du film, tu te dis: «Mais pourquoi? D'où il vient?» et cetera, et Mmh. je trouve ça, c'est vraiment fort. Tu envie d'en savoir plus et forcément ça suscite l'envie quand les suites vont pointer le bout de leur nez. À l'époque, on a eu des critiques, est-ce qu'on a une critique assez what the fuck ou très étrange vis-à-vis de ce film de Ridley Scott? Alors, j'ai choisi la critique du Monde qui il parle de peur primordiale, justement. Attends, je repars. Primordial ou primaire? Oui, tu as raison. C'est une angoisse primordiale au sens de primaire. C'est-à-dire que, ils font référence avec la cave de Platon, l'humanité qui sort de la cave pour arrêter de regarder les ombres, et qui trouve un monde, effrayant, mais dans lequel ils doivent se confronter, et j'aime bien, ce que dit, cette critique-là, et il salue, ce film qu'il considère comme un film d'auteur. Oui, bah, mais
et je le rejoins complètement. Pour moi, c'est un thriller spatial, mais proche d'un cinéma d'auteur parce qu'on n'a pas, encore une fois, toutes les réponses, que l'on veut avoir et on a quelque chose d'assez novateur et même si c'est une super production hollywoodienne, loin de tous les standards, en tout cas, des films comme ça à l'époque. Et grâce à la réalisation de Ridley Scott, pas seulement au talent des interprètes. Ouais, oui, là, on est vraiment sur un combo, un gros combo gagnant, de réalisation, de scénario et d'interprétation. Super, beh, forcément, hein, vous l'aurez deviné, si vous êtes là ce soir, c'est que après le succès en 79 de Alien, quelques années plus tard, est apparu Alien: Le Retour. Alien le retour en France car, en version originale, c'était plutôt Aliens avec un S pour, avertir un peu le spectateur qu'aujourd'hui il n'y allait plus y avoir un xénomorphe mais plutôt une multitude. Un film sorti donc, 7 ans plus tard, hein, en octobre 86 et réalisé cette fois par James Cameron, à qui on doit, Terminator, que vous retrouverez, je pense très certainement, dans Cinépopée, tôt ou tard. Toujours avec Sigourney Weaver dans le même rôle et après, on a un casting qui change effectivement complètement car Ellen Ripley était la dernière rescapée de ce naufrage en 79. Chris, de quoi parle ce second opus? Ben, c'est très simple. Ellen Ripley est secourue par la corporation qui est à l'origine du premier voyage du Nostromo. Et elle se retrouve donc sur une planète. Et manque de bol, ben, elle se retrouve en prison avec un alien qui s'est faufilé dans sa capsule de sauvetage. Oui, sans qu'elle s'en aperçoive et qui a dormi près de 60 ans, hein, c'est ça? Parce qu'elle a dérivé, elle était cryogénisée et elle a dérivé pendant 60 ans avant d'être secourue par la Corporation Weyland Yutani? Exactement, tout à fait raison. Une bonne soixantaine d'années à peu près, grosso modo. Alors et ce film, du coup, qu'est-ce qu'on en pense, 7 ans plus tard? Je vais te dire, moi, ce qu'on en pensait les producteurs. Ils se sont tous réunis, ils se sont dit: «Eh les gars, on va laisser une femme être un héros? Oh bah, pas du tout, hein! On va lui donner une paire de couilles, on va lui donner 20 millions de d'armes et puis tac, 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 dans le tas, hein! Allez, on y va!» Voilà. Ah bah, Voilà écoute, c'est un très bon résumé parce qu'effectivement, là, on arrive sur un film qui n'a plus rien à voir avec le premier, qui doit faire de l'argent. Comme le un a super bien marché, on sait qu'on va faire venir les foules au cinéma et on se retrouve en fait, on se retrouve dans un film, mais complètement en fait, on se retrouve dans un Starship Trooper. C'est-à-dire que c'est, la grosse bagarre entre des millions d'aliens et un équipage sur une planète. Starship Trooper, mais t'es sympathique, hein, parce que c'est Starship Trooper sans la critique sociétale et sans le second degré de cet excellent film. Là, on est sur de la caricature et sur un film hollywoodien, mais Mmh. dans son aspect le plus dégueulasse et le plus putassier. C'est-à-dire que tout est cliché. Le militaire, c'est cliché. La petite fille innocente qu'il faut sauver, c'est cliché. La femme c'est cliché. J'arrête là. Ouais, Sigourney Weaver qui effectivement n'a plus du tout le même rôle, se retrouve être, la Rambo féminine un peu, avec des aliens autour d'elle. Ouais, c'est ça. Et puis, moi je pose une question, hein. Pourquoi il faut à tout prix sauver les enfants? Ah faut non? Bah non, c'est clair. En plus, ils courent pas très vite, c'est complètement con, hein. Autant courir plus vite sans eux et puis, ça occupe un peu les bêtes pendant ce temps-là aussi. Oui, voilà, exactement. Ça, c'est Non, horrible c'est à dire. horrible, c'est horrible. C'est horrible de dire ça parce que là, en disant ça, je m'imagine même, avec ma fille, tu vois, sur cette planète coincée, avec, tous ces xénomorphes et je me dis: «Est-ce que je ferai demi-tour?» Bah, j'espère que oui, mais je peux pas en être certain quand même, hein. Bah oui, mais ça, tu vois, c'est une phrase, de célibataire, sans enfant. Je m'en excuse. Yes, donc ouais, effectivement, on digresse un peu, mais on se retrouve là, en tout cas, face à un second opus, que moi je qualifierais, mais réellement, hein, enfin, c'est vraiment le fond de ma pensée, de mauvais, très mauvais et en fait qui détruit complètement, l'univers, du premier Alien et qui en plus ne fait pas du tout avancer la compréhension de cette mythologie. Non, on se sert juste du personnage badass de Ripley et on pousse les curseurs à fond. Le film est tellement testéroné que James
est tellement une ode pro-militaire que James Cameron est allé chercher pour les modèles de vaisseaux spatiaux et les navettes de vaisseaux spatiaux des vrais hélicoptères de la guerre du Vietnam. Il s'est inspiré de leur design. Il a été prendre de vraies répliques d'armes militaires qu'il a repeint pour donner un air futuriste. On est vraiment Mmh. sur un film de petits garçons qui jouent aux soldats, quoi. Ouais, beh et en plus, il sortait de Terminator, donc est-ce que ça a pas un lien aussi, quoi? Le mec, il sort un Terminator qui fait un carton plein, Hollywood va le chercher en lui disant: «Hey, toi, tu nous as fait un super film, est-ce que tu peux nous faire exactement le même film, mais plutôt que ce soit des robots, bah, on va reprendre le côté alien». Ouais, ouais, non, c'est pathétique, hein. Je suis désolé, hein. Et tu l'as dit, hein, il faut le souligner. C'est-à-dire que on reprend le personnage, mais on n'apporte rien. Non seulement on n'apporte rien à la mythologie, mais en plus on la casse. C'est-à-dire Mmh. qu'il y a rien de neuf, il y a rien, et on oublie complètement la mythologie. Ouais, alors on pose un fait, mais encore, plus loufoque. On pose le fait que, bon, elle est revenue avec un alien, allez hop, on est sur une planète, ça va se démultiplier et puis, ça va être, la grosse guerre mondiale, entre, les humains et les xénomorphes, quoi. Ouais, voilà, bon, je redis le mot, hein, c'est pathétique. Mmh. Et du coup, est-ce que toi qui étais très critique et enfin qui est très analyse de critique, pardon, excuse-moi, n'y vois aucune offense dans mes propos, même si tu sais que j'aime te taquiner. Est-ce que tu y vois, est-ce que tu as eu, je sais pas, des retours de parce qu'on a changé de réalisateur, on n'est plus sur du Ridley Scott. Est-ce que lui, tu as eu je vais y arriver. Est-ce que tu as eu un retour, qu'est-ce que lui en a pensé de ce film-là? Alors ça, c'est très intéressant comme question, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais Cameron et Ridley Scott se détestent depuis cet épisode d'Alien. C'est-à-dire Mmh. qu'il y a une vraie compétition entre les 2 depuis que James Cameron s'est occupé de cet épisode. D'accord, bah, C'est quand écoute, même, je ne le savais pas, tu me l'apprends, mais je peux comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on est face à un réalisateur qui a créé un chef-d'œuvre, pas loin du film d'auteur comme on disait tout à l'heure et un mec qui arrive et qui lui a, défoncé son truc, en l'espace de 2h17. oui, voilà, c'est ça. Et puis, la rivalité, ils se sont même, la rivalité, elle dure jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que, Mmh. lors de la sortie de The Covenant, Ridley Scott a envoyé une petite pique à Cameron en disant: «Bon, ben, il a fait Avatar, ça a fait beaucoup d'entrées, mais c'est, gentillet, c'est plan-plan, c'est mignon tout plein. Ben, moi, je vais faire un vrai film de science-fiction, vous allez voir ce que vous allez voir». Heu Et du coup, c'est notre analyse, elle est peut-être biaisée, elle est peut-être fausse, hein, parce que nous ne sommes pas la science infuse, même si on s'en rapproche quand même un peu, je pense. Qu'est-ce qu'en a pensé la presse? Qu'est-ce qu'en ont pensé, justement, bah, les critiques à l'époque? Mais c'est effrayant, hein, mais la presse a adoré ce film. Voilà. La OK. presse a adoré ce film, et ça en dit long sur la presse. C'est-à-dire qu'ils préfèrent, un film hollywoodien, pré-mâché, pampant on tire dans le tas, avec une héroïne, Ripley, qui perd toute sa féminité et qui devient, militaire, bardée avec une mitraillette dans le dos et des armes dans les 2 mains, et je trouve ça très triste que ce film ait eu autant de bonnes critiques à l'époque. Ouais, ouais, non, mais je partage complètement ton avis. Je suis outré d'apprendre ça et effectivement, c'est triste parce qu'on sert, on sert des chefs-d'œuvre, on les démystifie et pour autant, ça marche même plus, que l'œuvre originale, et ce qui nous amène forcément, à vouloir, continuer cette franchise et nous emmène tout droit vers le troisième opus, Alien 3. Dans un monde où les rayons du soleil sont froids, où le vent est glacial, une femme est arrivée. Alien 3 ou Alien Cube, comme il est sorti au cinéma en 1992. Donc là, on est quelques années plus tard, toujours avec Sigourney Weaver dans le rôle principal, et on y retrouve également Charles Dance ou encore, Charles S. Denton, et réalisé par l'excellent David Fincher. Mais que se passe-t-il dans ce Alien 3? Encore une fois, Sigourney Weaver est la seule survivante, hein, du carnage, qui a eu lieu sur la planète, de Alien le Retour, et elle s'échoue sur une nouvelle planète, complètement oubliée, dans l'univers, qui est balayée par des vents puissants, et là, on y retrouve une communauté de quelques hommes qui y vivent, des violeurs, des assassins, des infanticides. Voilà, c'est un peu les reclus de la société qu'on a exilés sur cette planète,
et l'arrivée, forcément de Ellen Ripley va les confronter à un danger, qui sera plus fort qu'eux parce qu'encore une fois, elle revient avec un alien. Ouais, effectivement. Seule survivante, elle s'est quand même échappée avec la petite fille qu'elle a réussi à sauver, mais la petite fille meurt dans le crash. Oui, c'est vrai, tu as raison, pardon. Ouais, c'est un film dont l'idée de base est super. C'est-à-dire que c'est une femme, survivante qui atterrit dans une sorte de prison, recluse, uniquement, pour les hommes qui n'ont pas vu de femme depuis des années, qui sont très spirituels, très religieux et déjà rien que cet antagonisme-là, il peut faire un bon film. Il y a des bons thèmes et cetera. Avec l'arrivée de ce 2e Alien, avec les idées de David Fincher, le premier Alien, Histoire d'un chien, par exemple, on creuse vraiment des thèmes qu'on trouvait déjà dans le premier. La peur de l'inconnu, la peur du danger à tous les coins sombres. En plus, là, personne n'a d'armes, hein, c'est une prison. Il s'autogère tout seul. Comment survivre à cet alien, quoi. Et c'est là où le retour Et de MacGyver au féminin, en tout cas, est hyper important parce qu'elle va encore devoir trouver, des armes de ses propres mains pour réussir à lutter contre cette menace. ouais, et il y a de super bonnes idées et pas que de mise en scène, mais aussi, de scénario. Et là, je mets une petite astérix parce qu'on en parlera, plus tard du scénario. C'est-à-dire que, on va spoiler, hein, Ripley ne revient pas seule effectivement, il y a un alien, mais surtout, il y a un alien dans son ventre. C'est-à-dire que pendant le Exactement. voyage, elle s'est faite, hugger la face Ouais. par cette espèce d'arachnide, quoi. Donc elle est enceinte de l'alien. Mmh. Tout à fait, ouais, et effectivement, ça va créer, une terreur supplémentaire parce que quand on sait que vis-à-vis du premier alien, une fois qu'on est contaminé, si l'alien doit sortir, forcément, on va avoir une Ellen Ripley qui va y trouver la mort. Ouais, elle est condamnée. C'est-à-dire que dès le milieu du film, tu sais qu'elle est condamnée. C'est la fin de la saga, on peut dire là. Mmh. Et C'est, là et là je te rejoins, c'est là où on a des très bonnes idées, où David Fincher, apporte un renouveau, va continuer, à essayer de développer un peu le mythe de l'alien et puis va quand même aussi déconstruire l'image qu'on pouvait se faire d'Ellen Ripley, la Rambo au féminin. oui, c'est ça. C'est que, on a vu pendant 2 épisodes, Hélène Ripley qui est forte, qui est presque une militaire, et puis là, tu apprends, voilà, qu'elle avait une fille, qu'elle est partie de la Terre en laissant une fille, et que cette fille-là, forcément, elle est morte. Ça fait, je crois, plus de 200 ans, voire plus, qu'elle erre dans l'espace, de cryogénisation en cryogénisation, et elle apprend là que sa fille, forcément, elle est morte, quoi. Et tu la vois effectivement s'effondrer dans cette scène, et en plus, tu apprends qu'elle est enceinte, quoi, de l'alien. Et Mmh. pour la psyché du personnage, je trouve que c'est quelque chose qui explique son attitude pendant tout le film et la fin du film. Ouais, ouais. Alors, franchement, encore une fois, un très bon opus, en tout cas avec de très bonnes idées. Moi, il y a une chose qui m'a vraiment, déplu, dans cet opus et je sais pas si tu vas me suivre, c'est les effets spéciaux qui, pour moi, sont vraiment très, très mauvais. Ouais, surtout la fin. C'est-à-dire qu'on va spoiler là encore, hein. Ripley se suicide pour éviter que la compagnie, maléfique récupère l'alien, parce que c'est le but, hein, de récupérer l'alien pour cette compagnie et pour en faire des armes Les surpuissantes, mmh. pour gagner, du pouvoir, et donc elle se suicide en se jetant dans une fonte, de lave en fusion, il me semble, et tu vois alors donc pendant qu'elle saute dans cette cuve, l'alien qui sort de son ventre, et c'est fake. Déjà à l'époque, c'était fake, hein, je l'ai vu au cinéma. Mmh. Oui, je suis aussi vieux. Déjà, c'était fake à l'époque. C'est-à-dire que la chute est fake, le truc qui sort de son ventre est fake, alors que dans l'épisode de 79, là, tu y croyais. C'est Mmh. dommage. Ouais, ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi et qu'en a pensé la presse à cette époque? La presse a accueilli ce retour, de façon tiédasse. C'est-à-dire que, ils ont, salué le professionnalisme de David Fincher et les bonnes idées de réalisation, mais par contre, ils ont tous pointé du doigt la production de ce troisième épisode qui a été catastrophique. Mmh. Et je le disais tout à l'heure, Astérix au scénario, voilà la raison, c'est que le scénario a été écrit une vingtaine de fois par, je ne sais pas combien de scénaristes avant de tomber dans les mains de David Fincher. Et lorsqu'il a eu, le scénario dans la main, ça s'est très mal passé avec la production, qui lui a refusé le directeur cut, à tel point que, une fois qu'il a tourné les scènes, David Fincher s'est barré. C'est-à-dire qu'il n'a même pas voulu assister au montage. Il est parti, il a abandonné le film, il a été jusqu'à le renier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne parle plus de ce film et il n'est plus dans sa filmographie officielle. Sur le site de David Fincher, tu vois pas Alien 3.
Ouais, ouais, ouais. Ah oui, ah mais ça je ne savais pas, d'accord. C'est carrément retiré de sa filmographie quoi, il s'en est complètement détaché. Il a renié totalement le film, dû aux mauvaises relations avec la production. Aucune de ses i Nombreuses de ses idées n'ont pas été retenues et pour lui, le film n'est pas son film. Par exemple, là, tout à l'heure, je disais que, sur la psyché de Ripley, c'était important de savoir qu'elle avait abandonné une fille, sur terre et qu'elle était morte. C'est-à-dire que ça, on le voit dans la version longue du film, mais ça a été supprimé dans la version cinéma. C'est-à-dire que tout cet aspect-là de la psyché de Ripley, tu ne l'avais pas quand tu allais voir le film au cinéma. Mmh. Et ça a gêné aussi Sigourney Weaver. Parce que justement, pour elle, elle a dit ensuite dans une interview qu'elle avait basé son jeu sur ce fait-là. Sur ce fait, parce que pour elle aussi, ça expliquait beaucoup de choses de son personnage. Et voilà, bon, c'est dommage, quoi. Donc, toutes les critiques pointent du doigt la catastrophe de la production et les scénarios à répétition qui ont abouti à quelque chose de bien, mais qui aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alien 3, clap de fin, on s'est dit: «Ça y est, c'est fini». On va spoiler encore une fois, mais notre très chère Ripley est morte et c'était sans compter sur ceci. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above a world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. 5 ans plus tard débarque dans les salles un film de Jean-Pierre Jeunet, sur une idée de Josh Whedon et Dan O'Bannon et nous accueillons Alien: La Résurrection. Chris, comment est-ce possible et de quoi parle ce 4e opus? Mais Résurrection, c'est un bon titre parce que justement, ils vont prélever du sang sur cette planète perdue, le sang d'Hélène Ripley qui a giclé lorsque l'alien lui est sorti du ventre, pour cloner, Hélène Ripley. Et non seulement ils clonent Hélène Ripley, mais ils clonent aussi le petit bébé qui est dans son ventre. Donc, donc la compagnie maléfique Weyland Yutani se retrouve avec une nouvelle Hélène Ripley et un nouvel alien qui était à l'origine son enfant, on va dire. Et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, effectivement. Et là, on retrouve un peu l'esprit qu'on avait pu retrouver dans le premier Alien, c'est-à-dire que tout va se passer à bord d'un vaisseau. Exactement, tout va se passer à bord d'un grand vaisseau spatial qui est un Une station, laboratoire. une station plus exactement. Tout va se passer dans une station spatiale, ouais, qui est perdue dans l'espace et qui va servir de décor, effectivement. Et qu'est-ce qu'on en pense alors de ce 4e opus? Alors, c'est dur d'en parler sans parler de Joss Whedon et du réalisateur Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, pour moi, c'est le plus grand des réalisateurs français et je le place même au-dessus de Tim Burton, ce qui n'est pas rien quand on me connaît et Effectivement, j'espère qu'il entendra cet épisode et qu'il sera content de t'entendre prononcer ces noms quand on sait, à quel point, quand tu exergues, un réalisateur, tu le cries sur tous les toits. effectivement, ouais. Un bisou à celui qui aurait dû faire des frites plutôt que de se lancer dans le cinéma. On citera pas de nom pour ne Mmh. vexer personne. Allez, on t'écoute. Ouais, donc on va commencer, du coup, je commence avec Joss Whedon. Donc Joss Whedon, il a écrit le scénario. Joss Whedon, pour la petite histoire, c'est le créateur de Buffy contre les vampires. Il a fait Justice League, les Avengers de Marvel. Depuis, il s'est pris un MeToo en pleine face du fait de ses attitudes toxiques. J'en dis pas plus sur Joss Whedon parce qu'on en reparlera beaucoup pendant une émission estivale. On parlera beaucoup de Buffy contre les vampires et de Joss Whedon. Donc on en parlera plus tard. Ce qui est important là de savoir, c'est que Joss Whedon, il reprend ses thèmes habituels, donc une femme forte, une femme super-héroïne, une équipe de bras cassés qui va se confronter à l'alien, des dialogues un petit peu amusants, rigolos, second degré, Bah, et il ne du s'est pas du tout Jean-Pierre Jeunet. entendu avec le réalisateur. Je t'ai Ouais, coupé. ouais, non, je disais du Jean-Pierre Jeunet mais aussi, oui, du Josh Whedon, un peu à la Buffy contre les vampires, mais je trouve qu'on a un bon duo entre, du coup, le scénariste et le réalisateur.
Ouais, ça aurait pu donner, hein, Mmh. honnêtement, ça aurait pu donner. Mais le problème, c'est que Joss Whedon ne s'est pas entendu avec, Pierre Jeunet. Ils se sont détestés, hein, ils ne se parlaient plus. Ça a été une catastrophe. Ils se sont, alors surtout Joss Whedon a rogné le film, a bavé sur Jean-Pierre Jeunet, en lui disant: «Bon, beh, il est nul, il sait pas le tourner, je vois pas pourquoi, on lui a confié ce film». Enfin, ça a été une catastrophe. À l'époque, Joss Whedon, c'était quelqu'un qui avait du poids, grâce à Avengers, grâce à Buffy contre les vampires, grâce à Firefly. Enfin, c'était Ouah, vraiment alors il une avait pas aventure. du poids à l'époque, grâce à Avengers, hein, parce qu'Avengers est sorti quand même, quelques années, beaucoup d'années plus tard même. Mais oui, mais il a continué à baver sur Jean-Pierre Jeunet après les Pardon, Avengers. excuse-moi, désolé, Non, je ne non, mais c'est t'écoutais pas pas. grave, t'inquiète. La précision était importante. Donc voilà, donc la production a été entachée par cette non-relation entre les 2. Mais après, si on va dans le détail, on peut reprocher aussi quand même au film une certaine, caricature dans les personnages. Le militaire, surjoué, un petit peu à la De Niro, il nous fait un petit numéro à la De Niro. Lorsqu'il meurt, il, va chercher un bout de cerveau dans sa tête. «Oh mon Dieu, que c'est drôle!» et puis il tombe. Il y a quand même une grosse caricature dans les personnages, mais c'est la marque de Joss Whedon. Et aujourd'hui, ça passe un petit peu moins, on va dire. Moi, quand je l'ai vu au cinéma, j'avais adoré ce reboot. Ah ouais, alors, je peux comprendre. Après, bon, on est quand même sur une grosse promesse qui tombe à plat, quoi, hein, c'est un peu, moi la ce que m'a fait ce film, parce que c'est Jean-Pierre Jeunet, c'est un réalisateur aussi que j'adore. Josh Whedon, avant Joss pa Whedon, pardon, avant tout ce qu'on a pu apprendre sur lui, ça restait, moi aussi, le réalisateur et le scénariste de Buffy contre les vampires et donc qui m'a fait rêver pendant des années. Ce film un peu Alien: La Résurrection m'a fait comme l'effet d'un soufflé au fromage qui sort du four, qui est bien beau gonflé et dès que le repas, se met à commencer, le soufflé retombe. C'est-à-dire que pour moi, on a là le début de la youtubisation des films. C'est un mot pas dur, pas Pas dur difficile à du tout à prononcer pour un mec, aussi dyslexique que toi. ouais, voilà, pas facile à dire. De YouTube, donc un film pour YouTube. C'est-à-dire que c'est un film avec des clins d'œil, avec des moments plus qu'un scénario. Donc on a des séquences fortes qui s'envoient des uns aux autres. Ça se voit parfois dans les transitions. Tu passes du coq à l'âne, sans raison. On a vraiment là un produit, quoi. Un produit plus qu'une vision et c'est Mmh. dommage. Et la presse, ils en ont pensé quoi, eux? Ouais, des critiques, j'allais dire, étonnantes, j'ai envie de dire, pour ce quatrième épisode. C'est-à-dire que Libération a détesté le film. Pour eux, c'est pas un film, c'est pas inquiétant, c'est un bonbon, pop. Voilà, basta. Mmh. Les Cahiers du cinéma ont bien aimé, eux. On se moque souvent de Cahiers du cinéma, mais leur critique, encore une fois, est sibylline. C'est-à-dire qu'ils disent que, je cite, hein, si cet alien donne le frisson, c'est plus celui du plaisir que de la peur. Donc en gros, ils reconnaissent qu'on est loin du premier et loin de l'angoisse, et on est, à mon avis, comme dit Libération, sur un petit bonbon acidulé qu'on suce et puis qu'on oublie. Mmh. OK, super. Eh bah, écoute, je te propose qu'on passe à la suite parce qu'effectivement, même si, pendant, une quinzaine d'années, la saga est morte, eh bien, Ridley Scott s'est dit: «Moi, j'ai envie de donner un petit peu plus de profondeur et d'explication, en tout cas à mes spectateurs» et en 2012 est né ce film. Qu'est-ce que... Tu souris pourquoi? Dis-moi que c'est pas vrai. Je crois qu'ils veulent qu'on vienne les trouver. Ces images proviennent de fouilles archéologiques à travers le monde. Des civilisations disparues qui n'ont eu aucun contact entre elles. Prometheus donc qui perd complètement son titre d'Alien, hein. Bon, dans le cheminement, de la production et en tout cas dans la promotion par contre du film, tout le monde savait qu'on allait avoir affaire, en tout cas, à une saga, à un film sur la saga, Alien. Qu'est-ce qui se passe donc 15 ans après? En 2012, Ridley Scott reprend les rênes et lui décide de donner un peu plus de sens et ben, a envie d'expliquer, justement ce qu'on disait en préambule un peu dans le premier film, d'où vient cet alien, de donner un peu une genèse, en tout cas, à tout ça.
Donc qu'est-ce qui se passe? C'est une équipe d'explorateurs qui découvre un indice sur l'origine de l'humanité sur Terre et ça aussi c'est une grande première puisque c'est le premier épisode, de la saga où on a quelque chose qui se passe sur Terre et cette découverte les entraîne dans un voyage fascinant jusqu'aux recoins les plus sombres de l'univers et là-bas, un affrontement, terrifiant, qui décidera finalement du de l'avenir de l'humanité les attend parce que c'est peut-être un peu, le début, de tout ce qui va se passer par la suite. Alors, ce film, je préviens, hein, il a un double effet qui se coule. Et là, je vais donner ma critique du film, mais après, je vais y revenir quand on parlera de la suite, qui est sortie 5 ans plus tard. Donc là, pour le moment, je vais dire plutôt que le film, il commence bien. Cette idée d'archéologue qui trouve des indices pour chercher une constellation dans l'espace, d'où serait où résideraient nos ingénieurs, en tout cas, en quelque sorte, ceux qui ont façonné l'humanité. Je trouve ça génial comme idée. Donc on va suivre ces explorateurs, on revient encore aux explorateurs, aux savants, qui vont aller en quête de cette planète pour trouver des réponses à la grande question, qui sommes-nous, nous? Qui sommes-nous? Et je trouve ça super. Et après, ça se gâte. Qu'en penses-tu? Alors, moi j'ai envie d'être complètement d'accord avec toi sur le début, de tout ce que tu nous as dit, mais pas sur la toute fin de ta phrase. Moi je trouve qu'on a là, et je sais que je fais parmi des seuls peut-être à le penser, mais une pépite. J'irai peut-être pas dire jusqu'à un chef-d'œuvre, mais en tout cas une pépite et depuis le premier Alien, on n'a pas vu mieux et tout simplement, en fait, on a un film qui pourrait et justement on a envie, de jeter, tous les DVD ou les cassettes vidéo de tous les autres et de se dire: «Il y a Alien, le huitième passager, qui est le premier de la saga et ensuite on a Prometheus qui va s'ancrer un peu plus sur la genèse du film» et moi je trouve ce film bon de A à Z. On passe un bon moment, on a peur, on revoit un peu notre xénomorphe et surtout la naissance de ce xénomorphe et moi je trouve que la plus belle scène de ce film, c'est surtout la toute première scène du film qu'on ne comprend pas trop au début et qui en fait à la fin nous fait dire: «Waouh! En fait, ces ingénieurs dont tu parlais tout à l'heure, tout ce qu'ils voulaient, c'était détruire ce qu'ils avaient construit». Je suis d'accord avec toi, l'idée elle est bonne, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, il y a des trucs, moi, qui me gênent énormément dans le scénario. Par exemple, David, qui est un androïde. Il y en a beaucoup hein, dans la saga Alien, des androïdes. Et lui, il est méchant dès le début, et tu comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est le long voyage et le fait qu'il a regardé des films d'Hollywood qui lui ont perverti la tête? Est-ce que Ridley Scott est en train de nous dire qu'il faut arrêter de regarder des films parce que ça nous met des mauvaises idées dans la tête? Je ne comprends pas sa méchanceté directe, notamment le envers le concubin de Noomi Rapace, dont j'ai oublié les noms, je suis désolé. Non, il y a Il est alors méchant et je suis mystérieux pas dès le départ. mais non, mais oui, mais je peux pas être d'accord avec toi, en fait. Il joue un rôle et on comprend pourquoi sa méchanceté, parce qu'il a une mission. Il est affublé d'une mission et que c'est un androïde et qu'il doit respecter sa mission, en fait. Je en fait, moi, j'ai beaucoup de mal sur toute la critique qu'a pu prendre ce film et aujourd'hui, on en parlera après, un peu plus, mais Ridley Scott, à la base, voulait faire une trilogie pour vraiment clôturer un peu, sa vision d'Alien et donner vraiment du sens à tout ce qu'on se pose comme question depuis le premier film en 79 et il en a pas eu l'occasion parce qu'il en a fait que 2 sur 3 et moi ça me dérange beaucoup, parce que on a vraiment quelque chose, enfin moi je trouve, hein, de vraiment très, très bon. Et je peux pas entendre ta critique sur cet androïde, qui est joué par, Michael Fassbender, l'excellent Michael Fassbender, tout simplement parce qu'en fait, cet androïde est affublé d'une mission et qu'il met tout en place pour parvenir à sa mission. En fait, si tu veux si tu veux, j'ai l'impression de pas avoir vu le même film que d'autres personnes, tout simplement. On a un film bon avec de l'action, avec de la peur, qui revient sur les origines, d'une saga qui nous suit depuis, une trentaine d'années, avec des choses complètement logiques. Là, j'ai et là, tu te dis: «Il y a plein de choses qui vont pas dans le film». J'ai envie que tu m'en dises plus. OK, David, je l'entends, mais moi, je l'entends. J'entends ce que tu me dis, mais je ne le comprends pas parce que pour moi, le fait qu'il soit méchant dès le début, c'est expliqué directement à la fin quand on pour spoiler un peu, quand en fait, le directeur de Weyland, veut survivre et donc veut trouver ses ingénieurs pour leur demander comment vous pouvez me donner la vie éternelle. Et donc lui n'a fait que suivre ses ordres tout au long du film.
Ouais, tu sais quoi? Là, je suis en train de percuter quelque chose. C'est-à-dire que tu me demandes de plus d'exemples et je suis en train de chercher dans ma tête et je me dis: «Mais, je délire ou quoi?» C'est vrai que James, a raison. La fin, elle est aussi, géniale. C'est-à-dire qu'il réveille cet ingénieur et le premier truc que l'ingénieur fait, c'est de vouloir éliminer tout le monde et de foncer sur la Terre pour exterminer la race humaine. Et voilà C'est quand même sombre. et C'est oui, sombre, beh, c'est très sombre. c'est sombre, mais c'est là où prend tout son sens la première scène du film. En fait, ce que veut nous faire comprendre David Fincher, c'est que potentiellement, en tout cas peut-être dans un univers, parallèle, l'être humain n'est qu'une erreur et une anomalie qui est née en fait de la transformation de l'ADN d'un des ingénieurs qui est mort sur notre planète, peut-être, parce que, il a voyagé à travers l'espace et que du coup, pour réparer son erreur, le peuple des ingénieurs a voulu mettre au monde un xénomorphe capable de les anéantir, et du coup, ils se sont retrouvés un peu pris à leur propre piège. Alors tu as dit, David Fincher, c'est Ridley Scott. Je Pardon, juste excusez-moi, oui, rectifie, oh bah, non, mais pas de désolé, problème. désolé monsieur Ridley Scott, on a parlé en long, en large et en travers de David Fincher tout à l'heure, oui, je m'excuse, je voulais bien dire Ridley Scott. Alors par contre, moi, j'ai compris l'inverse. Moi, j'ai compris que la création de l'humanité n'était pas une erreur à la base. C'est-à-dire qu'il se donne la mort pour, mêler son ADN, au poisson, on va dire, et pour donner le petit coup de pouce, à l'humanité et Alors pas que c'est non, notre alors oui, évolution. non, je peux pas être d'accord avec toi. Pas pour, donner un coup de pouce à l'humanité, simplement pour faire des expériences et en se disant: si notre ADN se mélange sur d'autres planètes, qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut sortir de cette planète? Mais eux, en se disant: «Bah, ça va être forcément quelque chose de bon parce que de notre vision à nous, nous sommes des hommes bons» et quand on voit l'évolution qu'a pris, l'espèce humaine, et du coup, ce qui est devenu, la race humaine et c'est une très, très belle enfin, pour moi, ce film est complètement une critique complètement de notre société, notre mode de vie et notre capitalisme, dont jouit Ridley Scott, hein, attention, je l'entends, mais c'est une très belle critique pour moi. Mais je termine ma phrase de tout à l'heure, du coup. Je viens de percuter quelque chose. Donc je cherchais des exemples pour te dire, bah, non, ce film est mauvais. Je me rends compte que le scénario, en fait, tient la route et je pense que la vision de ce film que j'ai et que d'autres peuvent avoir, elle est ternie par le film qui suit et que le film qui suit détruit tellement le premier, ce film-là, que du coup, je le rejette, ce Prometheus. Mais encore une fois, on va passer au film d'après et on va y passer tout de suite parce qu'en fait, on peut pas parler de Prometheus comme un seul film et on est obligé de parler derrière de Alien Covenant. Donc c'est parti, on y va et on en fera une critique, plutôt globale de ce diptyque, j'ai envie de dire, de cette trilogie avortée, devenue un diptyque, c'est comme ça? Non, une dualogie quand il y a que 2 numéros. Cette trilogie avortée est devenue une dualogie, sans aucune fin. C'est parti, on vous laisse écouter un peu, de cette bande annonce d'Alien Covenant. Laisse-moi sortir. Paris, Traité, ouvre la porte. Je peux pas faire ça. On doit verrouiller pour contenir l'infection. Alien Covenant, sorti donc 5 ans après et toujours de Ridley Scott, toujours avec, Michael Fassbender, hein, le seul survivant en tout cas, du film Prometheus. Survivant, j'ai envie de dire, c'est un androïde donc vraiment survivant, je ne sais pas. En tout cas, le seul, à encore pouvoir, marcher, sur ses 2 pieds. Les membres, d'équipage du vaisseau qui s'appelle Covenant, à destination d'une planète située, au fin fond de notre galaxie, découvrent, ce qu'ils pensent être un paradis encore intouché et en fait, il s'agit d'un monde très sombre et dangereux, cachant une menace terrible, et ils vont tout tenter pour s'échapper. Alors, quand ce Alien Covenant sort et quand on voit un synopsis comme celui-ci, on se dit: «Bah, attends, c'est pas du tout la suite de Prometheus» et pourtant si, parce qu'on y retrouve Michael Fassbender, exilé tout seul après, l'accident de Prometheus, et du coup qui doit, trouver une solution lui, pour toujours encore une fois, mener à bien, sa mission qui a quelque peu changé.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que la fin de Prometheus, donc on voit Elizabeth Shaw, qui est l'héroïne, un peu la remplaçante de Ripley, qui part avec cet androïde maléfique qui vole un des vaisseaux spatiaux pardon, des ingénieurs Ah, tu peux pas pour dire aller sur la planète maléfique. d'origine. Non, non, attends, je suis désolé, je suis obligé de te couper, mais à la fin de Prometheus, tu ne peux pas dire androïde maléfique. D'accord, ok. Je te le concède, on reprend. Non, mais parce qu'il ne l'est pas encore devenu. Tu as raison, tout à fait. Donc je continue. Un androïde, point, de David en Très question. bien, très bien. Donc ils partent sur la planète d'origine parce que Elisabeth Shaw, jouée par Noomi Rapace, veut des réponses, veut savoir pourquoi les ingénieurs détestent autant la race humaine, pourquoi nous créer pour nous détruire après. Et je trouve cette idée-là géniale. Mais Je oui. trouve encore une fois cette idée déjà géniale. Et donc c'est cette promesse qui est faite à la fin de The Covenant. Et quand tu vas voir à la fin de Prometheus, pardon. Et quand tu vas voir Covenant, cette idée-là, elle est balayée. Elle est balayée, mais d'une pichinette en 10 secondes. David a tué notre Elizabeth Shaw et il a exterminé cette population d'ingénieurs en 2 secondes et demie. Et une population, tu te dis, bon, ils sont forcément avancés, tous ces gens-là. Et tu as l'impression qu'ils vivent au Moyen Âge pour les 10 secondes d'antenne, excusez-moi, pour les 10 secondes de présence dans le film. Et ça m'a tellement choqué, tellement déçu de ne pas avoir ces réponses-là que je n'ai pas du tout adhéré au film après coup. Ah bah écoute, mais Ni aux deux. encore une fois, je ne peux pas te suivre parce que j'en attendais tellement et que j'ai été ravi, en sortant de cette salle, en 2017 en me disant, «Ça y est, enfin on va avoir la réponse, qui nous interpelle tous. Comment au final, le 1er vaisseau, n'a pas réussi à finir son voyage pour aller sur la Terre, parce que dans le troisième, la trilogie, dans le troisième film qui était prévu, et ben, on allait enfin, découvrir ce qui était arrivé à David, probablement qu'il allait rencontrer un autre ingénieur et que ça se finirait encore sur une planète et que là on verrait le tout premier vaisseau, le Nostromo, arriver pour arriver sur cette planète et en fait que la boucle serait bouclée. En fait, on avait tout pour faire une trilogie qui allait boucler cette boucle et qui était magnifique. Mais en tout cas, les spectateurs et la critique en a décidé autrement. Mais moi, encore une fois, j'ai passé un excellent moment devant Alien Covenant avec un David, bah, du coup, qui s'est émancipé, mais j'ai trouvé ça bon aussi parce que là, on attaque un peu l'intelligence artificielle qui arrive, bah, mine de rien, quand elle est plus sous contrôle, à s'émanciper elle-même et qui prend ses propres décisions et qui décide, bah, au final, de détruire ces architectes. D'abord parce qu'il croit que quelque chose d'autre est possible et en fait, qui se rend compte que bah, finalement, il doit devenir lui-même cet architecte de la destruction de l'humanité. Je comprends ce que tu dis, je comprends cette frustration de la trilogie amputée, qui n'a pas été arrivée à son terme. Mais pour moi, c'est vraiment deux films bancals et décevants. Oui, Décevants dans leurs mais promesses, pour attends, moi, non tenues. d'accord, mais tu peux pas dire que c'est 2 films bancals si t'as pas la dernière pièce du château. Construis quelque chose, où il te faut, 3 supports pour monter un édifice. Si on te laisse en construire que 2, ton château, il tiendra jamais debout. On sait pas où Ridley Scott voulait aller avec ce troisième opus. Peut-être qu'il aurait bouclé une boucle et que finalement, tout ce qu'aujourd'hui, toi, te paraît bancal, ne le serait plus s'il avait eu l'occasion de construire, cette troisième pierre. Ouais, mais alors dans cette expectative, tous les mauvais films sont des bons films en devenir. Bah non, pas forcément, tu des films qui sont, bouclés en un film et du coup, terminé. Fini, enfin, il y a rien qui oui, tu peux toujours aller le rattraper par autre chose, mais dans la tête d'un réalisateur quand il a une tri c'est comme si tu avais dit à George Lucas, tu t'arrêtes après, l'Empire contre-attaque. Bah, il aurait dû. Et qu'il est fou. Mais non, mais voilà. En fait, tu construis un mythe, tu donnes l'occasion au réalisateur, et producteur, qui est Ridley Scott, bah, de finir son mythe quelque part avec une trilogie et tu lui coupes l'herbe sous le pied, quand il a fini de bâtir sa deuxième pierre. Enfin, je veux dire, c'est pas correct, c'est pas loyal et aujourd'hui, ça déçoit les spectateurs et moi, je suis très frustré. Tu vois, Alien, c'est une de mes sagas, horrifiques préférées. En tout cas, sur ce thème-là, un peu épouvant de science-fiction et aujourd'hui, je suis frustré.
Je suis réellement frustré de ne pas avoir pu, découvrir tout ce que voulait nous raconter Ridley Scott. Réellement, hein, moi je suis très frustré et après il y a un autre qui est arrivé, on va en parler juste après, c'est Alien Romulus, un film très, très bon, on y vient juste après, mais qui du coup, encore une fois, bah, rebalaye toutes les cartes et part encore complètement sur un autre sujet. Mmh. Écoute, je comprends tes arguments, j'y suis sensible, mais moi je reste sur mon, hélas, sur mon idée que, ces 2 films pour moi, ne me convainquent pas quoi. J'en OK. reste à la trilo aux 4 épisodes à la rigueur originels en enlevant le 2 et je suis d'accord avec toi pour le film qui vient, Romulus, qui est vraiment réussi. Allez, bah, écoute, on va arrêter de se prendre le bec. De toute façon, nous n'aurons jamais, la conclusion par Ridley Scott, donc cette discussion est peut-être, complètement, stérile et on vous laisse découvrir cette dernière bande annonce. Tu es sûr de vouloir faire ça? Le vaisseau. Vous voulez pénétrer dans un vaisseau pour voler des équipements réglementés? C'est notre seule chance de partir. Alien Romulus, sorti en 2024, donc il y a pas très longtemps, un film de Fede Alvarez et là où avec un casting qui change du tout au tout, qui rebalaye complètement les cartes, on le disait, avec, Kailee Spaeny, David Johnson ou encore Archie Reno. Chris, de quoi parle cet opus? On est sur une colonie, humaine, où des, j'allais dire des prolétaires ont la vie très dure et ils rêvent de sortir et on leur promet une sortie, une meilleure vie s'ils font un certain temps, d'esclavage. Alors on n'appelle pas ça esclavage, on appelle ça salariat, mais c'est vous mettez le mot que vous voulez là-dessus, et on voit donc un petit groupe qui a une opportunité de s'affranchir et de se sauver et donc ils vont la saisir. Ils vont dans une, station spatiale qui est en dérive, et là, c'est la catastrophe parce qu'à l'intérieur, il y a encore des scientifiques qui ont voulu jouer, à Dieu avec un alien et c'est une catastrophe. Donc là, on pourrait l'appeler aussi, Alien, les Goonies, non? Oh, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, mais On est quand même, on est quand même sur, bah, voilà des jeunes ados en fait, hein. On est sur un équipage, du coup très jeune parce qu'il y a que des jeunes je crois à travers ces personnages, non? oui, oui, il y a que des jeunes effectivement, mais j'aime bien, ce que tu viens de dire, Goonies avec cette oui, c'est vrai, oui, oui, oui. A Bon, ils sont Alien, quand même, Romulus slash les jeunes Goonies, adultes, hein, c'est pas des gosses. hein? Ce sont des adultes quand même, hein, c'est pas des Oui, gosses. oui, mais c'est des jeunes adultes, ils ont une vingtaine d'années quoi. Ils Mmh. commencent leur vie d'adulte, j'ai envie de dire. Mmh. Alors, ce film-là, pour moi, c'est un film qui est très bon. On est vraiment dans, bah, encore une fois, dans ce qui nous fait peur chez Alien, on est enfermé dans un vaisseau et on est pris, un peu pour cible, par les arachnides, qui potentiellement vont former des xénomorphes. Mais il y a quand même quelque chose qui me chagrine un peu à travers cet épisode, c'est que, bah, encore une fois, bah, on n'avance pas. On n'avance pas en tout cas mais je vais pas être objectif parce que voilà, le film est bon, mais on n'avance pas et je m'attendais pas à ça. Ouais, on n'avance pas, c'est même des fois une ressucée, des idées, précédentes. C'est quand même un film qui est calibré, pour, des séquences, YouTube. Je reviens à mon idée de YouTubisation, c'est-à-dire qu'on a des easter eggs à l'appel en veux-tu en voilà, Mmh. partout. Quasiment à chaque plan, j'exagère un peu, je suis désolé, mais on sent bien que ça va nourrir et ça a nourri, hein, ça a nourri des vidéos, à l'appel sur, les 5 détails cachés, de Alien Romulus, saviez-vous, blablabli, blablabla. Donc on est vraiment sur ce genre de film qui est un spectacle interconnecté pour les réseaux sociaux, d'une part et pour faire plaisir, aux fans, d'autre part. Mais pour autant Alors il y mais a il y a pour quand même autant mais pour autant, c'est une très belle chasse à l'homme, à travers et puis on a des séquences quand même qu'on n'a jamais vues. Je pense à la séquence justement avec toutes les petites arachnides là où il faut passer dans la salle sans faire de bruit pour pas se faire repérer. Tu vois, c'est des séquences angoissantes et qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les autres films et je trouve qu'il y a quand même des belles nouveautés qui ont été trouvées et apportées à ce film-là. Oui, il y a de super idées, notamment la séquence en 0G. C'est-à-dire un couloir où il y a du sang d'alien, donc on sait, corrosif, au plus haut point
et tu as les héros qui doivent passer entre les gouttes, Mmh. entre les gouttes de sang pour pas se faire liquéfier par le sang d'alien. Cette idée-là et ce plan-là, il est génial, quoi, Ouais, ouais. génial. Ouais et moi après même si je suis pas objectif, je dois dire quand même que, bah, mine de rien, Fede Alvarez, hein, qui s'est beaucoup entretenu avec Ridley Scott et qui je pense a eu un petit peu la même frustration que moi, a quand même voulu quelque part un peu boucler, le travail qu'avait fait, Ridley Scott et il invente, en vraiment en toile de fond, bah, ce qui potentiellement, même si c'est pas dit, et moi c'est comme ça que je l'ai interprété, ce qui est arrivé au vaisseau de David qui voulait aller anéantir la Terre et en fait, c'est de là que le vaisseau, Romulus s'est retrouvé avec, tout ce sang noir et ces ADN d'aliens, parce que pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, ils ont interféré avec le vaisseau de David, même si c'est pas explicitement dit, mais je préfère me dire ça aussi pour me rassurer et pour boucler un peu la boucle. Je sais pas si tu avais une analyse comme celle-ci ou pas du tout, mais Ah non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a vraiment tenté, à mon avis, hein, tu as raison de boucler une boucle qui n'avait jamais été bouclée. Il a essayé de réparer les fissures que les scénarios de The Prometheus et The Covenant ont fait dans la façade d'Alien. mais Et c'est encore une tout à fois, fait à son honneur. encore une fois, mais bordel, mais quand est-ce qu'on va réussir à savoir dans le premier Alien, quand, Ridley apparaît et que du coup ils vont dans ce vaisseau, moi j'aimerais une boucle finie ou même si après derrière on développe d'autres séries parce qu'on peut imaginer plein de choses, mais j'aimerais une boucle qui nous fait nous dire: «Ah ben voilà, le premier vaisseau que Ellen Ripley trouve et ben en fait c'est celui-ci. Il s'est écrasé là, de cette manière». Ouais, mais je pense que ça va rester une frustration pendant encore quelques années, voire quelques décennies. Ouais, voire, jusqu'à ma mort. Peut-être qu'on n'aura au final jamais la réponse. Mais bon, on reste quand même sur un bon film, et je pense qu'il d'ailleurs a été, je crois même je sais, qui a été assez salué par la critique. Ah oui, oui, la critique a adoré ce film, hein. D'abord parce que le réalisateur à la carte, il a fait de très bons films, avant. Il a une vraie vision, un vrai message politique et il y a un message politique, hein, dans ce film-là. Tout à l'heure, je parlais d'esclavage et cetera. C'est une vraie critique de du capitalisme et des corporations. Donc oui, il y a vraiment eu un engouement pour ce film et côté spectateur et côté, critique. Vous l'aurez compris, on avait plein de choses à dire sur la saga Alien. Et effectivement, c'est une saga riche en rebondissements, avec des films qui se suivent mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et voilà, on a voulu faire cette analyse. On espère avoir été les plus justes possibles. En tout cas, moi, je vous ai vraiment parlé avec mon cœur sur la duologie qui est en réalité une trilogie avortée. Mais je pense qu'il est temps de passer à un autre sujet pour se détendre un peu, il est peut-être temps de jouer, Chris. Allez, jouons! Allez, on va jouer. On a pris pas mal de temps d'antenne parce qu'il y avait quand même pas mal de films. Je te propose quelque chose. On se pose une question, Chris, et attention, faut que celui qui gagne, il se fait payer un resto par l'autre parce que du coup, on va choisir notre question la plus difficile. Ouh là, allez, en avant! Allez, si personne, ne gagne et ben, c'est comme ça et nous irons manger chacun de notre côté, un petit McDo, un petit BK, un petit Quick, on est obligé de citer 3 marques ou alors, tout simplement, une bonne salade à la maison. Chris, je te laisse commencer. Lambert, qui est joué par Veronica Cartwright, vous m'excuserez de mon accent, aurait dû être Ripley, Helen Ripley. Il aurait dû avoir ce rôle. Mais les producteurs lui ont préféré Sigourney Weaver. Est-ce que tu sais pourquoi? Waouh! Ça, c'est une question difficile et juste alors je ne vois pas du tout qui est cette actrice, elle joue qui du coup? Elle joue, c'est la jeune femme aux cheveux frisés. Ah oui, dans le premier opus, pardon, Dans le excuse-moi, premier oui. opus. Ah, je ne l'ai pas précisé, Si, pardon. si, oui, Oui, tout à fait, mais dans le si tu premier m'as opus. dit Lambert, mais c'est son nom, c'est son nom dans le film? C'est son nom dans le film, oui, Oui. tout à fait. C'est une femme et elle est jouée par Cartwright. Ah, je dirais qu'elle était pas assez grande et que vis-à-vis de la caméra, on n'arrivait pas à lui donner, c'est la stature que pouvait avoir Sigourney Weaver. N'importe quoi. Mais con, mais n'importe quoi. Je m'attendais à tout sauf à ça. Non, non, aucun rapport. J'ai essayé de trouver quelque chose. Non, non, en fait, je déconne, mais tu pas si loin que ça. C'est-à-dire qu'ils ont préféré Weaver, à cause de son look androgyne et je trouve ça
ahurissant d'avoir préféré Sigourney Weaver pour son look androgyne, quand on sait qu'on a dit tout à l'heure que Ouais. ce film était un film féministe. Eh ben, tu vois, les producteurs ont eu un tout petit peu peur qu'une femme héroïne fasse peur aux Ouais, spectateurs. donc ça Donc ça je veux donc dire, ça met un peu à mal notre critique sur le féminisme anticipé de Ridley Scott. n'est-ce pas? Effectivement. Je trouve ça ahurissant, mais good, good for her, comme on dit aux États-Unis. Bravo Sigourney. Bravo! OK, bah, écoute, bon, bah, tu m'as séché sur cette question. Alors, je vais essayer de te poser la question la plus difficile que j'ai pu trouver pour essayer de lutter et de ne pas avoir, à t'offrir quelque chose car je suis quelqu'un de très, très, radin. Allez, j'ai choisi celle-ci. Comme tu le sais, c'est Jean-Pierre Jeunet qui a réalisé, Alien: La Résurrection, mais savais-tu que le studio avant Jean-Pierre Jeunet avait pensé à quelqu'un d'autre? Oui, je l'ai lu et je l'ai pas retenu. Et ça, c'est Ah bien merde! dommage pour toi! Mmh. Et du coup, tu ne vas pas le retrouver? Je fouille dans ma mémoire là. Allez, je te donne un petit indice, même si tu n'auras pas la bonne réponse. Si je te dis Trainspotting? Danny Boyle? Eh oui, bien joué, mais trop tard. Après le gong, tu Trop n'as tard, pas gagné dans les effectivement. points. Eh oui, Danny Boyle avait été contacté pour réaliser Alien: La Résurrection, mais le cinéaste a préféré décliner cette proposition. Pourquoi? Parce qu'il a préféré aller réaliser son film Une vie moins ordinaire et donc pour le coup, le 4e volet a été confié à Jean-Pierre Jeunet. Bon, bah, écoute, Chris, je crois que nous allons manger chacun de notre côté? Allez, je t'invite quand même. Ah Allez! bah tiens, mais tu as le cœur sur la main, c'est pour ça que je t'aime mon ami, c'est pour ça. Allez, fini de jouer, on arrive bientôt au terme de cette émission, il est temps maintenant, de se demander, tout simplement: «What's next?» What's next? On essaie de voir si oui ou non, une suite est prévue en tout cas à cette saga. Chris, est-ce que tu as une info que tu as réussi à nous dégoter ou pas? Moi j'en ai une, mais tu as peut-être la même que moi. Je pense qu'on a la même, hein. On parle bien de la série Alien Earth. Exactement, Alien Earth, une série donc là qui va sortir, en 2025, hein, donc c'est très prochainement. Une série, créée par, Noah Hawley ou Hawley, je sais pas comment on dit, force à vous. Est-ce que tu sais un peu de quoi va parler cette série? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on nous promet depuis, longtemps. C'est-à-dire que Alien, arrive sur la planète Terre. Tout simplement, voilà pourquoi Alien Earth. Est-ce que tu es hypé Chris par rapport à cette série ou tu as quelques réserves comme moi? Alors, j'ai envie de dire que comme toi, je suis fan d'Alien, même si, on le sent pas vu mes critiques, mais j'adore, j'adore cette saga. Mais Donc oui, on quand sait il y très a bien que qui aime bien châtie bien et que plus tu es pinçant et grinçant, plus tu aimes. exactement. Donc oui, moi j'attends la série forcément. En plus, il y a plus longtemps, il y a plus longtemps à attendre. Donc je suis content. Mais ça me fait quand même un tout petit peu peur parce que l'histoire de l'alien, il serait pas confiné sur la planète Terre, il serait dans un vaisseau spatial écrasé sur Terre, ramené dans une base. Donc je sais pas, il y a vraiment un doute, mais écoute, j'ai vu aucune image, on verra bien ce que ça donne. Mais Alors comme toutes les sagas qu'on aime, je suis dans l'expectative. Alors, moi, je suis aussi dans l'expectative, mais s'il y a bien une chose qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'on déconstruise réellement tout ce qui a été construit avant, même si c'est les films les plus mauvais, c'est pas grave. On a construit une œuvre, il faut quand même quelque part la respecter. Parce que, ça se passe devant 2 ans, pardon, avant, Alien: Le 8e passager. Donc certes, peut-être, pourquoi pas, Ridley est déjà dans l'espace, c'est pas un problème. Par contre, on sait qu'après le 8e passager, elle a dormi pendant 57 ans, puis elle a été cryogénisée. En fait, il s'est passé quasiment 100 ans entre Alien: Le 8e passager et Alien, 4, peut-être même plus de 100 ans, je dis des bêtises Non, et beaucoup plus, hein, oui, beaucoup, on est on beaucoup plus que mmh. 100 ans. Donc, c'est-à-dire que même si les gens sont dans l'espace, ils ont quand même des liens avec la planète Terre parce que c'est la planète Terre qui drive tout pour aller chercher des ressources et réussir à faire évoluer, à évoluer certaines choses. Donc si et pendant ces films-là, personne n'a jamais eu connaissance, des xénomorphes. Donc si des xénomorphes sont arrivés sur la Terre, cette menace ne devrait pas être inconnue des centaines d'années plus tard dans d'autres compagnies des vaisseaux Weyland. Pire, c'est que le but de Weyland, c'est de mettre la main sur un alien, pour, «weaponiser» entre guillemets, les militaires et avoir plus de pouvoir. S'ils avaient déjà un alien, sur Terre, ils veulent à tout prix en ramener un. Tu te dis: «Mais pourquoi envoyer tous ces vaisseaux spatiaux dans l'espace?»
Il y a une petite béquille là, hein, on sent une Voilà, petite donc bah, béquille. c'est on est dans l'expectative, mais voilà, effectivement, moi, cette série me fait très peur. Après, je pense que encore une fois, la série va peut-être être bonne, mais si c'est pour déconstruire complètement quelque chose, je trouve ça quand même risqué et dommage. Bien, chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin, de Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas. J'espère que ce numéro sur Alien vous a plu et que vous avez été aussi hypés et aussi, tendus que nous, comme quand on regarde, un des films de la série Alien, sauf le 2, hein, on l'a dit, et je pense qu'il ne nous reste qu'à nous dire au revoir et à se retrouver, la semaine prochaine. Chris, merci d'avoir passé cette petite heure avec moi. Je t'en prie, mais on se retrouve pas la semaine prochaine, on se retrouve dans un mois pour Cinépopée. Oui, pardon, excusez-moi, oui, on se retrouve dans un mois pour Cinépopée, je ne vais pas y arriver, j'ai tellement envie et ça arrive tellement vite que je veux que ça continue. Par contre, on peut continuer à se retrouver dès demain, hein, sur Radioverse à 18h puisque vous avez votre, émission qui cette fois est, hebdomadaire, donc toutes les semaines, l'Instant Culte. Chris, je te dis à la semaine prochaine du coup, cette fois pour de bon non, non, à demain et au mois prochain. Je vais y arriver Chris, c'est promis. Je te dis Exactement, au mois prochain pour, Cinépopée, au on va mois parler de prochain. quoi dans un mois? On va parler de Twilight. La saga Twilight et oui, donc là, on va changer de registre, quelque chose d'un petit peu plus léger, un petit peu plus, comment on dit ça? Love Teenagers, je sais plus comment on appelle ça, les teenage movies, teenage epopée, comment on appelle ça mon Chris? Oh, Teenage mauvais. Voilà, Oh, Teenage mauvais. Le lapsus, le le lapsus. lapsus. Allez, on se retrouve dans un mois pour parler de Twilight, peut-être teenage mauvais pour Chris, moi teenage movie ça suffira et je vous donnerai, mon point de vue plus poussé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, on se retrouve le mois prochain dans Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas. Belle soirée, ciao.